Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui avec le général Richoux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de chars, c'est votre spécialité? J'en ai fait un petit peu dans ma existence, effectivement. Alors on rappelle, on a fait une première vidéo ensemble au studio R&A Cosmos, je vous invite à la voir dans un premier temps. Et là, on va se focaliser davantage sur les chars, la qualité des différents chars européens et également russes, et en quoi est-ce qu'ils sont bons ou mauvais. Alors déjà, le char Leclerc, est-ce que c'est un bon char? Alors le char Leclerc est un excellent char, donc il est beaucoup critiqué, on a dit c'est la faillite du char Leclerc par rapport aux autres chars européens. En fait, le vrai problème du char Leclerc, c'est qu'on l'a eu trop tard. C'est-à-dire que moi, à l'époque où les Allemands avaient déjà le Léopard 2, au début de ma carrière, au début des années 80, eh bien nous étions sur AMX-30. Donc la MX-30, c'était le télémètre à coïncidence, vous savez, l'appareil photo. Donc quand l'image est nette, vous lisez la distance et vous tirez. Et il fallait s'arrêter en tirant, c'était un vieux char des années 60, et ce char-là, nous l'avons eu encore pendant 15 ans. Et donc, le Léopard 2 a été donné aux armées allemandes au début des années 80, grosso modo, et nous, à partir de 1995. Donc, il a 15 ans de retard par rapport au Léopard 2, mais en même temps, il est quasiment une génération plus jeune. C'est-à-dire 15 ans de retard en termes de date? En termes de date, mais pas en termes de conception. Donc, c'est un char qui est un peu plus moderne, et il a une particularité tout à fait intéressante, c'est qu'il ne nécessite que 3 hommes d'équipage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un chargement automatique, et que dans les autres blindés européens, comme le Challenger, comme le Léopard 2, ou bien même l'Abrams M1 américain, il y a toujours un chargeur qui charge à la main. Et quand vous chargez à la main, eh bien, à un moment donné, il faut que le tube descende un peu pour pouvoir charger l'obus, et puis c'est toujours malcommode de charger en roulant, alors que le char Leclerc, lui, tire en roulant et charge en roulant, et donc a besoin de 25% d'équipage en moins. Imaginez, sur 300 chars, vous avez 2 compagnies d'infanterie. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si les canons du Léopard doivent se remettre en position, c'est-à-dire qu'on perd notre cible? Alors oui, bon, à un moment, on perd forcément sa cible, et puis il faut que si le tireur ou le chargeur même en vient à être blessé, eh bien, vous ne pouvez plus charger. Donc là, vous avez un vrai problème. Alors, il y a un inconvénient également, c'est que c'est un système plus complexe, le char Leclerc, donc le chargement peut tomber en panne, et puis c'est le corollaire, et puis il faut une logistique sans doute un peu plus lourde pour parer ces inconvénients éventuels. Mais moi, dans ce que j'ai vu, puisque j'avais à peu près 100 Leclerc dans ma brigade, eh bien, c'est un système qui est particulièrement fiable et particulièrement performant, puisque c'est un char qui tire véritablement roulant à 50 km/h et qui atteint des cibles à plus de 3000 mètres, 3500. Avec une grande efficacité. Avec une grande efficacité, bien sûr. Alors, par contre, il se dit que le char Leclerc n'a pas progressé dans le temps, c'est-à-dire qu'il est resté quasiment dans son état initial, alors que le Léopard possède 6-7 versions ultérieures. Non, c'est pas vrai. On a plusieurs versions du Leclerc. Je crois qu'on est à la 4e. Alors là, ils en sont à la 6 ou 8e. Forcément, c'est un engin qui, aujourd'hui, de conception à 40 ans. Donc, il ne ressemble plus au Léopard 2, je dirais, d'il y a 40 ans. Donc, ils ont un certain nombre de versions, mais ils ont gardé un quatrième tireur. Et nous, également, on a rétrofité régulièrement nos chars Leclerc. Il y a les premiers Leclerc. Il y en a certains qui ne sont plus en état. C'est pour ça qu'on dit toujours on a 400 chars Leclerc. Mais les premières versions qui n'ont pas été revalorisées sont des dans le hangar. Elles servent de pièces détachées éventuellement. Mais non, le char Leclerc a été régulièrement revalorisé. Et aujourd'hui, il est à la pointe du progrès. Et donc, il y a le XLR qui va encore arriver. Et là, ça en fera un encore meilleur char que les autres? Ah oui, forcément. Oui. Ça fera encore un choix. Alors là, j'en connais moins bien les caractéristiques. Mais c'est une évolution encore du char Leclerc. Et puis, il faut penser également que ce char, on doit l'avoir encore pour 20 ou 25 ans. Parce que le successeur, c'est le MG7, le Main Ground Combat System, que l'on doit faire avec l'Allemagne. On fait, je dois le dire, des progrès relativement lents ces derniers temps. Oui. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est pour les détracteurs qui disent qu'on ne sait plus faire du char, qu'on le fasse avec l'Allemagne ou pas, Nexter fabriquera le successeur du char Leclerc. Alors, le char Leclerc, du coup, encore une fois, pour revenir sur lui, on dit aussi, la preuve qu'il n'est pas bon, on ne l'a pas beaucoup vendu. Alors, oui, alors ça, c'est un faux calcul, parce que je rappelle que lorsqu'il est arrivé sur le marché, les armées occidentales se modernisaient, et que nous n'avions pas le Leclerc à proposer, puisqu'il est arrivé 15 ans après. Ce qui fait que c'est une époque où, effectivement, c'était le char le plus moderne. Donc, moi, je me souviens, avec mon vieil AMX-30, on regardait les Léopards de passer, on les regardait tirer, on était très, très admiratifs. Donc, ils ont pu inonder le marché, mais sans concurrence.
sans concurrence. On ne peut pas dire que le Charles Leclerc s'est fait tailler des croupières à l'époque, car il n'existait pas, tout Donc simplement. quand il a commencé à arriver sur le marché, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait plus de place en Europe, parce qu'ils ont vendu à 15 nations en Europe, 20 ou 22 nations en tout. Il y a une communauté de plus de 2000 chars. Et donc nous, le marché européen totalement saturé, et c'est pour ça qu'on a commencé à essayer de le vendre à l'étranger, et on l'a vendu aux Émirats. Ils en sont servis qu'au Yémen, notamment, où il a eu, alors malheureusement, c'était pas notre guerre à nous, mais on a pu l'observer, et il a une survivabilité qui est tout à fait intéressante, et c'est un char qui a montré ses performances en combat. Également au combat. Voilà. Est-ce que, donc, cette aptitude maintenant à le faire évoluer, la nouvelle version, le XLR qui va arriver avec tout plein de capteurs Thales, etc., je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite, est-ce que sa disponibilité permettra quand même d'avoir un parc de 200 chars qui va être opérationnel? Bon, ça sera toujours difficile. La disponibilité et les facteurs, non pas, il y a la fiabilité du char, bien entendu, oui, mais c'est aussi de l'argent et des pièces détachées que la nation veut bien mettre à notre disposition. Et donc ces pièces détachées aussi, il faut que ça suive. Moi, j'ai eu des chars souvent en panne parce que les pièces détachées n'arrivaient pas. Quand les pièces détachées arrivent, on est capable de le réparer assez rapidement. Et c'est bien souvent un problème de chaînes qui sont un peu endormies et qui ne permettent pas, j'allais dire, de réparer très très rapidement et très facilement nos blindés. Et donc la disponibilité, le contrat opérationnel pour les blindés, c'est 60%? Dans mon unité, c'était 70% normalement. Voilà, ça, c'est 70%, c'était le contrat opérationnel mais pour tous les matériels. Hein. C'est global. Alors il y a peut-être un peu moins de blindés, il y avait peut-être d'autres matériels qui étaient plus disponibles, mais globalement, c'est 70%, ce qui est déjà pas mal. Mais le Charles Leclerc, ceux que j'ai vus, sont beaucoup plus fiables que les premières versions. Les premières versions, bien entendu, avaient des défauts de jeunesse, comme tous les chars, ou bien on avait vu même le porte-avions Charles de Gaulle avoir des problèmes de réglage de jeunesse, c'est normal. Mais moi, les chars que j'ai eu à commander, c'est des chars qui tombaient très rarement en panne. Le vrai problème, c'est le maintien en condition du matériel, et ce maintien en condition du matériel est assuré à partir du moment où vous donnez les moyens, tout simplement. Et là, on aurait une disponibilité tout à fait exceptionnelle. Moi, je rappelle que quand j'étais en opération, quand on donne les moyens, quand j'étais en Afghanistan, l'unité que je commandais, le bataillon que je commandais, avait une disponibilité moyenne de 95% en permanence. Ah, c'est énorme. Donc très important. Très important. Il y a quelque chose que vous m'avez dit aussi en antenne la dernière fois, c'était que l'arme blindée avait une vitesse tactique qui était élevée, mais une vitesse stratégique qui était celle de piéton. Ah oui, absolument. Eh ben, absolument, parce que lorsque vous regardez le temps qu'il a fallu aux armées napoléoniennes pour atteindre Moscou, 83 jours, oui. Et combien de temps il a fallu aux armées d'Adolf Hitler et la Blitzkrieg avec les Panzerdivisionen, etc., les Panzerkorps, pour atteindre Moscou? 158. Parce qu'à un moment, le corps blindé mécanisé, il a besoin d'une logistique terrible, il a besoin de ravitailler, il a besoin de changer de moteur, de boîte de vitesse, il a besoin de carburant, et il est obligé de s'arrêter. Donc, pour que sa logistique tactiquement, il va très vite, c'est-à-dire que sur un champ de bataille, en une journée, il peut faire 70-80 km, contourner l'ennemi, le détruire, etc. Mais il n'est pas fait, parce qu'il faut l'entretenir très très souvent, le char, il n'est pas fait pour faire 800, 1000 km. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'un char, ça fonctionne en heures de combat. En heures de combat. Donc ça, je pense que c'est pareil dans les avions, j'imagine. Oui. Mais on connaît tout ça. Vous sortez de l'atelier, on vous donne par exemple 300 heures. Mais dès que vous utilisez votre tourelle, eh bien, le compteur tourne. Donc, si vous utilisez votre tourelle 15 heures, simplement pour user la tourelle et sans faire un seul kilomètre, vous avez 15 heures de fonctionnement. Au bout d'une semaine, vous avez 100 heures de consommé, et en 3 semaines, eh bien, vous retournez à l'atelier régimentaire pour faire la vidange ou bien l'entretien qui vous est demandé. Donc ça veut dire, c'est aussi pour ça que les avancées ukrainiennes qu'on a vues en septembre, octobre, novembre se faisaient par vagues. Ils avançaient de 20-30 km, puis finalement, ils attendaient que la logistique... je pense qu'à un moment, on attend que la logistique arrive, et puis il peut y avoir une deuxième explication, c'est qu'ils n'atteignent pas la masse critique pour pouvoir percer, donc à un moment donné, ils s'arrêtent. Mais de toute manière, il faut tout un train logistique tout à fait considérable qui est capable d'accompagner les troupes vers l'avant, pour pouvoir accompagner un corps blindé mécanisé en marche. Et ça, on l'a vu, Adolf Hitler, à partir de octobre-novembre, s'enlise à la fois dans la Rasputitsa, c'est-à-dire la boue, mais également parce que sa logistique, qui vient très très loin de l'arrière, ne suit plus. Ces chars sont à court de carburant, ils sont à court de munitions, ils ont usé des moteurs dans un terrain très très abrasif, ils ont cassé des boîtes de vitesse, et donc ça n'arrive plus parce que l'industrie allemande n'est pas capable de produire suffisamment rapidement. Eh bien,
Donc maintenant, on va voir un petit peu l'effet des chars occidentaux en Ukraine face aux chars soviétiques. Logiquement, ça va être mieux. Ah bah ça va être mieux parce que on voit bien que le T-72 c'est un peu du l'OLM-30 amélioré, j'allais dire. Donc ils ont été revalorisés, etc. Mais en fait, effectivement, ces chars ont un gros défaut de fonctionnement, c'est qu'ils ont les munitions qui sont sous de la tourelle, dès qu'ils sont atteints, ça explose et la tourelle dépote comme un bouchon de champagne. Donc ils sont totalement surclassés, tant en distance de tir, nous c'est 3000, 3500, même le char Leclerc peut aller jusqu'à 4000 éventuellement. Donc là, ils ne tiennent pas la distance, ça c'est certain, mais quand arriveront-ils? Combien y en aura-t-il? Et ça, c'est la vraie question. Il faut la masse. Car, à la fois, oui, dans le camp de l'indépendance, il faut la masse à un moment donné, quelle que soit la supériorité technique. Mon général, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux échanges. Merci beaucoup.